l'alimentation. Ah, vaste sujet, on est en France en plus. L'alimentation et son impact sur la concentration. Hippocrate nous dit que ton alimentation soit ta première médecine. Et docteur Jean-Michel Le Cern nous dit la santé se construit au bout de la fourchette. Et un autre docteur qui dit bien manger, ce n'est pas suivre un régime, c'est respecter son corps. Alors, qu'est-ce qu'on a comme impact des sucres raffinés sur la concentration? Alors, on est en France, alors nous, on aime bien le petit déjeuner français, du pain, de la brioche, du jus de fruits industriels, des céréales sucrées, et donc qui contiennent 78% de glucides, qui correspond à 2 à 3 sucres blancs dans le corps. Alors la conséquence, c'est quoi? C'est que ça génère un effet sur la glycémie. Ces aliments provoquent des pics glycémiques suivis de chutes rapides, et on appelle l'hypoglycémie. Ça entraîne donc de la fatigue, de l'irritabilité, des troubles de la concentration. Alors je me suis dit, est-ce que je m'arrête là ou je vais un peu plus loin? Je me suis dit, je vais aller un peu plus loin pour vous montrer vraiment ce qu'il y a derrière cette alimentation très sucrée que nous on a en France, ce petit-déj très sucré avec ce pain blanc, ces confitures bonne maman, même du miel dès le matin, ça envoie beaucoup de sucre dans le sang, donc ça génère des pics d'hypoglycémie, enfin des pics d'hyperglycémie et d'hypoglycémie. Alors je me suis dit, voilà, on va aller un petit peu plus loin sur la diapo d'après, on viendra dessus. Il y a aussi les perturbateurs neurologiques qui agissent sur le comportement. Donc en 2008, une étude qui a été faite à Southampton, il y a 153 enfants qui ont fait partie de l'étude, de 3 ans, et 144 enfants de 9 ans. Ils ont observé que les colorants et les édulcorants alimentaires pouvaient générer des comportements suractifs impulsifs, des problèmes d'attention, des troubles d'hyperactivité. Voilà, donc avec les différents édulcorants ici. Bon, ça c'est pas trop nouveau, on le sait bien que les bonbons, voilà, c'est idéalement pas le matin, à une fête d'anniversaire, pourquoi pas. Moi j'ai mon 3e, j'ai 2 filles et un garçon, le 3e, quand il revient un anniversaire, je vois bien qu'il était un anniversaire. J'ai pas besoin de lui demander où est-ce qu'il était, puisque la quantité de sucre dans le sang a dépassé sa dose et il est très très réactif. Donc voilà, il faut que le coucher arrive rapidement. Alors, nutrition et comportement. Si vous avez l'occasion d'aller sur Internet, vous tapez Russell Blaylock, neurochirurgien américain, il a fait une conférence sur la nutrition et le comportement. Regardez ce qu'il a étudié. Peut-on faire des crises de rage, des accidents cérébraux, des crises de démence, devenir violent et délinquant à cause de ce que l'on mange? Comment guérir de troubles neurologiques, physiologiques ou comportementaux en modifiant simplement son alimentation? Alors, il nous réexplique dans sa conférence qu'un excès de sucre va générer une libération d'insuline, provoquant une hypoglycémie. Comme il y a une hypoglycémie, qu'est-ce qui se passe? Le corps il dit « Ah, je suis en fatigue », il y a moins de sucre dans le sang, donc il va demander aux glandes surrénales, donc l'épinéphrine et la norépinéphrine, de se mettre en place pour réveiller le corps et ramener de l'énergie. Sauf que ça, c'est des glandes qui agissent sur la nervosité. Donc pour maintenir un équilibre, vous voyez l'intelligence du corps, il dit « On m'envoie plein de sucre, donc j'ai plein d'énergie, tout d'un coup j'en ai plus », donc il dit « Bah mince, si j'en ai plus, il faut que j'en retrouve ». Donc comment en retrouver? Avec ces glandes-là. Sauf que c'est des glandes qui sont responsables de la nervosité. Et il y a aussi une libération du glutamate, qui est lui aussi un neurotransmetteur excitateur. Donc on se dit, bon, ok, manger du sucre le matin, enfin on va dire manger du sucre, du pain blanc, des choses sucrées, petit-déj sucré, petit-déj français, ça peut amener des conséquences sur l'excitabilité. Alors, c'est la diapo la plus longue, mais je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ces infos. En 1935, ils ont observé que l'hypoglycémie avait un impact sur l'anxiété, l'hystérie, la dépression et la psychose. En 1973, donc toujours des docteurs, des médecins, trouvent une incidence de 74% de l'hypoglycémie associée à la schizophrénie avec l'anxiété. En 1985, 76 enfants hyperactifs, avec un régime pauvre en glucides et sans colorants, 82% se sont améliorés. Pauvre en glucides, donc ils ont changé le petit-déj, ils ont changé l'alimentation, 82% se sont améliorés. Environ un tiers n'ont plus présenté d'hyperactivité. En 1986, il y a le docteur Jan Goldman qui a observé qu'après un soda, il y a une baisse des performances mentales en 30 minutes et encore après 1 heure et toujours présent après 1h30. Et les enfants ont fait 2 fois plus d'erreurs que les autres. Donc juste un soda. Donc un soda, c'est un soda le matin. Ça peut être les sodas, je ne vais pas vous donner des marques. 1,1 million d'enfants ont fait des tests et ils ont observé qu'ils avaient une augmentation des notes d'admission s'ils arrêtaient le sucre et si justement ils complétaient avec certaines vitamines, vitamine C. À Los Angeles, ils ont observé une alimentation riche en sucre peut altérer la mémoire, les capacités d'apprentissage. Voilà. 60% des membres d'une famille ayant des enfants hyperactifs ont des problèmes de diabète, d'obésité, d'alcoolisme ou de consommation excessive du sucre.
En 1900, alors c'est un Américain, donc il s'est basé sur ces Américains. Un Américain consommait 1,8 kg de sucre par an pour 58 kg de sucre aujourd'hui. Alors c'est en Amérique, mais nous, voilà, je pense qu'on est pas mal aussi. 57% des sucres viennent des aliments transformés et 43% des jus des sodas. Les ados boivent l'équivalent de 54 cuillères à café par sucre à cause des sodas. Et 90% des alcooliques font de l'hypoglycémie, comparé à 18% dans la population. Et quand l'hypoglycémie est traitée, 71% deviennent sobres. Vous vous rendez compte le lien qu'il a fait entre l'hypoglycémie, donc le sucre et l'alcool. Et puis 75% des prisonniers étaient hyperactifs dans l'enfance. Là, il y a une grosse étude de fait sur le lien entre les comportements hyperactifs, enfin les comportements des prisonniers et comment ils étaient dans leur enfance. Il a observé aussi qu'il y avait des allergies cérébrales. Alors ça, ouvrez grand vos oreilles. Dans un hôpital psychiatrique avec des personnes schizophrènes, ils ont retiré le gluten de leur alimentation et tous sont redevenus normaux. Dès qu'ils remettaient du gluten, ils redevenaient schizophrènes. Alors ça, je laisse un petit silence parce qu'on se dit étonnant. Étonnant, et oui, l'impact du gluten. Alors c'est sûr qu'on n'a pas le même blé aujourd'hui qu'il y a 100 ans, mais donc, dans les personnes schizophrènes, ils observaient 88% étaient allergiques au blé, 60% au lait, 50% au maïs, 100% étaient allergiques au gluten. Et donc les allergènes alimentaires sont souvent liés à l'hypoglycémie et aboutissent souvent à une boulimie. C'est-à-dire plus on en consomme, plus on a envie d'en consommer. Et on le voit bien, hein, notre petite baguette de pain blanc, on en prend une le lendemain, enfin on en prend une tartine, on a envie d'une deuxième. C'est addictif. Il y a des aliments, les plus allergènes sont le lait, le blé, le maïs, le café, les œufs, pour certaines personnes, pommes de terre. Il a observé aussi que, je crois que c'était en Amérique latine, il y a un des pays les gens sont les plus agressifs, c'est les Indiens d'Amérique latine, et en fait, c'est le peuple qui est le plus agressif, et ils ont regardé leur alimentation, et c'est fait de 70% de pommes de terre. Et on dit, mais le pomme de terre, c'est pas du pain blanc. Le pomme de terre, c'est un indice glycémique très fort. Donc, pas de sucre le matin, donc quoi à la place? Suspense. Suspense, qu'est-ce qu'on mange? On boit de l'eau, ça c'est bon. Combien de verres? C'est bon, vous êtes toujours avec moi. Allez, on continue. Eh bien, il y a M. Dolabos, qui est un docteur, qui était directeur de l'Institut de recherche européen sur la nutrition et la santé. Il a mis en place ce qu'il appelle la chrononutrition, qui est finalement une manière assez simple de comprendre comment manger. Le principe, c'est de consommer des aliments spécifiques à des moments précis de la journée, en accord avec notre horloge biologique. Ah, tiens, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? C'est-à-dire que le corps, il est capable d'assimiler certains aliments à certaines périodes de la journée. On regarde comment ça fonctionne. Et le matin, il est capable d'assimiler quoi? Eh bien, il est capable d'assimiler des oméga 3. Donc, le matin, on peut consommer fromage, œufs, beurre, thym complet. Cette composition permet de fournir une énergie durable et d'éviter les fluctuations et de la glycémie. Et donc oui, nos chers Anglais avaient un peu raison en mangeant. Alors, je ne dis pas forcément charcuterie. Hein. Ça vous allez dire, je vais me faire une bonne charcuterie le matin. C'est pas, voilà, hein, c'est marqué jambon, mais... Donc l'apport d'oméga 3 augmente la mémoire et la réflexion, diminue la dépression et la schizophrénie. Donc recommandation pour un petit déjeuner équilibré. Favoriser le pain complet, les fromages à pâte dure, donc les œufs, le jambon, les oléagineux, les noix, les amandes, les avocats. On peut manger des sardines, du maquereau, la purée d'amande, la purée de sésame. Vous allez dire, c'est bizarre tout ça. Voilà, nous c'est notre petit-déj depuis 13 ans avec mes enfants. Voilà, c'est ce qu'on prend petit-déj. Avant, on mangeait plutôt sucré. Et puis, on s'étonnait d'avoir toujours un coup de fatigue à 11 h. On dit, on va prendre un petit truc pour se remettre d'aplomb. Puis, on a commencé à réfléchir sur l'alimentation. Quand ça ne nous concerne que nous, on se dit, il n'y a que nous. Puis, quand il y a nos enfants, il n'y a pas que nous. Donc, comment on peut un petit peu plus les aider? Et donc, voilà, le matin, c'est tartines, pain, plutôt d'autres farines, un petit épaule, tout ça. On écrase de la sardine, du maquereau avec de la crème de coco, avec du citron. Ça nous fait une petite base sur 4-5 jours. On étale ça avec un petit peu de purée d'amande sésame. Ils mangent 2 tartines, c'est bon, vous les entendez plus. Donc, et en fait, ils n'ont pas de coup de fatigue. Ils disent, mais pourquoi moi, à l'école, ma copine, elles ont faim à 11 h, ils mangent un truc, il y a toujours un truc sucré. Oui, on mange sucré le matin, donc on remange sucré à 11 h parce que ça ne tient pas longtemps. Donc, alors du coup, voilà, qu'est-ce qui est plutôt à éviter? Vous avez compris, pain blanc, viennoiserie, céréales sucrées, jus de fruits industriels. Quelles sont les personnes qui
voilà, qui ont plutôt commencé dans leur alimentation et pareil, c'est juste, une histoire de statistique, à manger plutôt, comme ça, là, le matin, des choses plutôt salées. Oh là là, dis donc, 2, 4, 6, 8, 10, attends, on est presque à 40 je dirais. Bon, alors ça va aller de mieux au fur et à mesure. Donc, bah et vos enfants, ils mangent ça ou aussi? Ouais. Bon, bah, c'est bien, je vous apprends pas grand-chose pour, et puis, bah, ceux qui sont plutôt là, bah, peut-être changez pas tout d'un coup parce que vous allez dire: «Oh là là, j'ai vu un monsieur hier soir, il nous a dit des trucs, c'est chaud là, c'est chaud. Faut boire plein d'eau, faut manger du maquereau». Alors, j'ai mis 7 clés. Vous avez le temps, il y a 7 jours de la semaine, donc une bonne résolution par jour. L'eau, ça peut commencer demain. Vous avez le temps d'acheter le maquereau pour après-demain. Et puis voilà, purée d'amandes, purée de sésame, ce que vous voulez, faites des essais, essayez de voir. En ce moment, c'est les avocats. Garantie que ça marche bien et il faut que ça soit bon. Mais si c'est pas bon, bah, on trouve un truc. Ça garantit pas qu'ils les mangent. Ça garantit pas qu'ils les mangent. Bah, c'est à nous, en tant que parents, de les éveiller à des goûts différents et de leur dire, on leur explique, ils sont intelligents et ils comprennent que, bah, tu vois, si on te rend des choses plutôt salées, bah, ça va tenir plus longtemps dans le corps et plus gras, c'est bon pour ton cerveau aussi, les oméga 3, tout ça. Et que Le lait. pourquoi il n'y a pas le lait? Je ne suis pas un spécialiste du lait, mais je sais que certaines personnes sont intolérantes au lait. Pas tout le monde, on est d'accord, voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les protéines de lait, pour les assimiler, ça demande des enzymes que l'organisme n'a pas naturellement. Donc, du coup, il va devoir en fabriquer pour pouvoir les assimiler. Et c'est la fabrication de ces enzymes qui va parfois générer du coup des intolérances. Et donc, si le corps n'a pas ces enzymes-là pour les assimiler, parce qu'on est effectivement, on dit, un plus fabriqué pour boire des choses qui viennent, on va dire, d'animaux plutôt de petite taille, de notre taille plutôt que plus gros. On n'a pas la carrure d'un veau, par exemple, donc on n'a pas les mêmes besoins que le veau. Donc on n'a pas les enzymes pour assimiler ce lait beaucoup, enfin très, 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 très gras. Et du coup, comme ça demande un effort pour le corps, bah, cet effort, ça peut lui amener beaucoup d'énergie pour digérer ça. Il va réussir à le faire. Pour certains, c'est pas possible de le digérer, donc ils sont intolérants et ça génère des réactions. Mais pour d'autres, même s'ils le digèrent, ça demande beaucoup d'énergie et donc cette énergie, elle est moins disponible après pour le reste de la journée. Donc c'est ça l'effet possible de ces produits laitiers. Il y a une pyramide qui s'appelle la pyramide de l'apprentissage qui nous dit qu'on retiendrait 90% de ce que l'on enseigne, de ce que l'on transmet. Donc là, je vais vous mettre un petit peu en action. Vous allez vous mettre avec votre voisin ou voisine et puis vous allez lui expliquer. Donc il y en a une qui va expliquer à l'autre qu'est-ce qu'elle a retenu sur l'eau et l'autre qui va expliquer qu'est-ce qu'elle a retenu sur l'alimentation. On va commencer simple. Allez-y, je vous laisse 1 minute, 2 par 2. Il y en a un qui choisit l'eau, l'autre qui choisit l'alimentation. À quel moment donné, on mange plutôt des choses sucrées? En chrononutrition, docteur Delabosse, il a dit bah, le moment où le corps assimile le mieux le sucre, c'est au moment du goûter. Ah. Donc le meilleur moment pour manger des fruits, et même des gâteaux, c'est au goûter. Donc c'est OK le goûter. Gardez vos goûters. Jetez pas tous vos paquets, vos pépitos. Un petit fruit et puis un gâteau derrière. Voilà, ça c'est le côté un peu... Donc oui, la vitamine, on la met plutôt... En fait, le corps n'a pas besoin de cette vitamine sucrée que proposent les fruits le matin. Il n'est pas en capacité de la digérer. Donc c'est-à-dire que ça nous met dans un état d'hypoglycémie assez rapidement. Donc le seul aliment qui est vraiment accepté par le corps le matin, c'est les aliments gras. Donc effectivement, on a tout à revoir, on va dire, en France sur notre système d'alimentation. Ça ne veut pas dire que un samedi matin, allez, j'apporte les croissants, j'ai plaisir à amener un petit pain au chocolat. Ben oui, c'est OK de temps en temps et ça fait du bien de changer les habitudes. Le corps n'aime pas la roue. Des fois, quand c'est trop routinier, donc de temps en temps, hop, casser les codes un petit peu en disant, allez, on va acheter un petit viennoiserie le matin, mais éviter sur les temps scolaires, je dirais, parce que c'est là où eux auront plus besoin. À la maison, il y a moins ce besoin-là. Donc voilà, on me disait la purée d'amande, comment ça s'étale? C'était la question. Bah, en fait, une purée d'amande, c'est très fin, hein, donc ça se met sur une tartine. Voilà, donc moi, c'est purée d'amande. Maquereau avec un petit peu de... Donc un petit tartare qu'on a fait. Il viendrait le goûter chez moi, il est
il est pas mal, mais c'est vraiment simple à faire, hein. Je suis pas un grand cuisinier et ça, j'y arrive. Et un petit peu de citron. Voilà, ce qui fait que ça tient pour 4-5 jours. Et ça, tous les gens qui viennent chez moi, les amis, tout ça, ils goûtent ça. Je dis, vous avez quoi le matin? Bah, on a ça. Ah, et puis ils goûtent, ils disent, ah, mais attends, mais je fais ça maintenant et tout, c'est super. Donc, franchement, il y en a qui adhèrent bien à ça. C'est une nouvelle habitude à prendre, mais c'est surtout comprendre les effets qu'il y a derrière. Ok, troisième sujet. Excusez-moi, on avait Oui. une question. La tisane, ça peut remplacer l'eau? Alors, la tisane, en fait, tout ce qui va être... À chaque fois que vous avez quelque chose qui est mélangé à l'eau, ça envoie un double message au corps. Ça lui envoie un message donc, de digestion de ce qui est associé à l'eau. Donc, le moins, celui qui va demander le moins d'efforts, on va dire, et qui va un peu plus hydrater, c'est les infusions. Mais le thé, ça va avoir un effet plutôt diurétique, hein, le thé, café, ça va plutôt avoir cet effet-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le café, mais peut-être si je pouvais commencer par boire de l'eau déjà, et ensuite, je prends mon petit café si j'ai envie de prendre un petit café. Voilà. Donc, les infusions, c'est ce qu'il y a de plus proche. Il y en a qui disent que c'est presque mieux de prendre de l'eau tiède le matin pour que ça soit à température ambiante et que le corps, il n'y ait pas un choc de température et qu'il n'ait pas d'effort à faire pour réchauffer l'eau dans le corps. Mais bon, l'eau tiède, voilà, faut y aller mollo. Voilà, moi, je prends de l'eau et ça me va très bien.